propose qu'on passe peut-être à la deuxième partie de la table ronde, c'est-à-dire quelle politique structurelle, justement, comme vous l'avez maintenant annoncé. En rebondissant sur votre dernier constat, effectivement, la clé du problème actuellement, ce n'est pas une politique monétaire, c'est pour ça que je vous ai posé la question, c'est plutôt une politique budgétaire. Or, vous avez déjà un affaiblissement tel des comptes publics que vous êtes dépendant des mécanismes de soutien à l'ajustement structurel et extérieur, et que ces mécanismes, en fait, sont souvent perçus comme étant, enfin, sont mal acceptés par les opinions publiques et perçus comme étant déséquilibrants sur les efforts de réforme qu'on essaie de mettre en place. Donc, je ne pense pas que la communauté internationale vous offrira un soutien à une politique budgétaire si elle n'a pas confiance. Alors, comment est-ce qu'on rétablit la confiance? Là, je serais tenté, pour varier un peu l'ordre des prises de parole, de redonner la parole à Mohamed sur ce sujet. C'est-à-dire quelle politique structurelle, et plus particulièrement, peut-être commençons par celles qui sont le nœud du problème, c'est les politiques structurelles dans le domaine social. Tu as évoqué à juste raison la question des droits, de l'accès aux droits fondamentaux, etc. Mais derrière ça, à supposer qu'on arrive à avancer sur la question des droits, comment est-ce qu'ensuite on l'accompagne par un système, au fond, de redistribution sociale, d'augmentation du confort, et par conséquent de la stabilité, donc de la crédibilité de l'évolution. Merci Henri. Je pense que malheureusement, lorsqu'on fait un survol très général sur une région, ça a été tout à l'heure, il y a quelques spécificités, même si nous avons un tronc commun de problématiques sur le mode d'intégration que nous avons dans l'économie mondiale, sur les spécialisations et sur les passifs hérités du passé, sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, etc. Ça, on peut s'y retrouver. Maintenant, sur les... je crois que le maître mot des transitions dans la région passera par la capacité à introduire des réformes qui impactent le socle du modèle. Ça veut dire que ce sont des réformes structurelles au sens profond. Je pourrais donner quelques exemples qui peut-être mériteraient réflexion. Ce sont par exemple des politiques sectorielles. Aujourd'hui, ça a été dit dans le cas de la Tunisie, c'est vrai aussi pour le cas de l'Égypte, les spécialisations sur lesquelles on a été ancré pendant des années ont fait que nous sommes sur des systèmes productifs peu compétitifs, peu créateurs de valeur ajoutée. C'est une des origines d'ailleurs des problèmes de nos balances des paiements. Si vous voulez relancer, je ne sais pas moi, le textile dans la région, bon, c'est vrai pour la Tunisie, pour nous, pour l'Égypte, en termes de création de valeur, c'est très limité. L'essentiel viendra d'importation. C'est vrai que derrière, il y a des problématiques d'emploi, mais nous sommes sur le textile, sur les exportations de produits primaires, de produits agricoles, sur des vecteurs de la demande mondiale qui évoluent le moins vite. Exception faite peut-être du tourisme, compte tenu des projections qu'il y a sur le plan international, au niveau de la demande mondiale. Et donc cela fait que nous sommes aussi sur des modèles, notamment dans le domaine agricole. J'en parle parce que mon pays continue donc à vivre une situation où le poids démographique des populations rurales reste important. Dans tous ces pays-là, il y a un problème bien évidemment d'exode rural qui est important. Mais ça ne veut pas dire, contrairement au schéma européen, que la pression sur la terre a baissé. Et nous sommes dans le cas de figure, par exemple pour le Maroc, autour de 8 millions d'hectares de superficie cultivable, et on tourne sur la durée autour pratiquement d'1,5 million de ménages ruraux. Vous faites une division drastique, nous sommes sur des exploitations de dimensions très limitées, et si vous y rajoutez la polarisation de la richesse et de l'accès à la terre, qui est le produit de toute une histoire depuis la période coloniale,
vous verrez qu'il y a un processus de marginalisation. Il y a des travaux qui montrent qu'on peut se passer, moyennant un niveau de productivité qui permettrait juste l'autosubsistance dans des conditions décentes, on peut se passer des 3/4 du peuplement. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où nous maintenons des populations dans des situations de vulnérabilité, d'où d'ailleurs le fait que l'essentiel de la pauvreté est rural. Parce qu'on crée les conditions, parce que nous sommes souvent dans des spécialisations avec des niveaux technologiques qui sont très bas. Je rappellerai par exemple pour la production des céréales que si vous prenez la région, cette année on a une année exceptionnelle du point de vue de la céréaliculture, on est à 97 millions de quintaux, la moyenne c'est 60 millions de quintaux, mais c'est un rendement moyen de 18 quintaux l'hectare. Moyen. Donc vous êtes sur des régions où vous êtes à moins de 10 quintaux l'hectare. C'est moins que la productivité au Moyen-Âge européen. Et si vous traversez quelques campagnes par-ci par-là dans la zone MENA, vous trouverez même pas la charrue à versoir, qui a été découverte au Moyen-Âge européen. Donc ça veut dire qu'il y a des problématiques de reconversion, des problématiques de mise à niveau technologique et des problématiques de nouvelle spécialisation dans l'agriculture qui soient plus conformes aux dotations en termes de conditions pédologiques, climatiques, en fonction des différentes régions. Le résultat, c'est que, par exemple, chez nous, on a une prépondérance de la céréaliculture et une céréaliculture dans le milieu rural qui est basée sur le blé tendre, avec des importations de semences. Finalement, dans la chaîne, ceux qui gagnent, c'est les importateurs. Et il n'y a pas d'adaptation aux besoins. Et c'est pour cela que le Maroc a initié ce qu'on appelle un plan vert avec 2 piliers. Un pilier agriculture exportatrice avec des productions où il y a des valeurs ajoutées importantes et un pilier dit solidaire où on transforme la céréaliculture en arboriculture et ça change complètement la donne. Une famille paysanne qui fait de la céréaliculture au blé tendre avec les aléas climatiques a en moyenne l'équivalent sur l'année de 200 euros comme résultat global, en moyenne. Lorsqu'on change vers l'arboriculture, il y a moins de vulnérabilité, pour l'olivier par exemple, parce qu'il résiste mieux. Et il y a une possibilité d'assurer des revenus 10 fois supérieurs, moyennant également une perception sur toute la chaîne de valeur jusqu'à la transformation donc, en huile d'olive, mais avec des spécialisations et avec un positionnement sur le marché international. Mais le problème que nous avons, c'est que, et ça aussi, il y a des prérequis sur les questions qu'on avait évoquées tout à l'heure, c'est le système d'incitation qui prévaut dans la région, moyennant la compensation, moyennant la fiscalité, parce que par exemple chez nous, le secteur agricole est exonéré, donc il ne contribue pas. Lorsqu'on fait le calcul sur ce qui se passe dans l'agriculture marocaine, on a seuls 2% des exploitations ont plus de 50 hectares et ont un potentiel de production qui les rend éligibles à contribuer à l'effort national. Donc, mais le système est fait de telle sorte, pour la problématique de l'investissement, aucun homo economicus logique ne pourra aller, dans une période de crise, s'aventurer dans des investissements dans le secteur industriel, et encore moins lorsqu'il s'agit d'introduire des innovations avec des risques. Par contre, si vous lui laissez 2 secteurs exonérés comme l'immobilier, où il y a de la spéculation foncière, ou l'agriculture non fiscalisée, bien évidemment, il ira vers ces secteurs. Donc nous avons un système qui ne permet pas une allocation optimale des ressources vers des secteurs créateurs de valeur ajoutée et pouvant contribuer à l'effort national, au budget, à travers la fiscalité. Ça ne veut pas dire pour autant que les systèmes d'incitation que nous avons doivent être éliminés directement. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, généralement, dans ce type de modèle, on prend la question par le bout. Je comprends que l'on ait le souci de ne pas grever des populations déjà pauvres en enlevant les subventions. Mais si on réfléchit un petit peu, et c'est là où il faudrait qu'on fasse un effort, parce qu'il y a des évidences, comme on dit souvent en science, les évidences sont aveuglantes. Et la science a progressé parce qu'elle a fait la chasse aux évidences, dans toute l'histoire de l'humanité.
Eh bien, c'est le cas aussi dans le système d'incitation. Aujourd'hui, en fait, quand on voit les systèmes de subvention, qui c'est qui en profite en définitive? Ce sont les minotiers et les intermédiaires. Si vous prenez le pétrole, sur les importations, on a une bonne partie de la compensation qui a commencé par ça, qui est utilisée par le soutien au prix des produits pétroliers, mais dans la chaîne. La façon dont on fait la subvention, parfois il faut rentrer dans les détails, c'est qu'on prend, pour un importateur, on a libéralisé les importations de produits raffinés, sachant que nous avons une grande raffinerie au Maroc. Et au moment où je suis en train de vous parler, le dynamisme de la raffinerie est en train de se réduire à la faveur d'importations de produits raffinés. Pourquoi? Parce qu'on prend comme référence, pour faire la compensation, Rotterdam. La moyenne sur l'année 2012, c'était $112. Quand on voit d'où est-ce qu'on importe, on importe de Russie, par exemple, on importe d'un certain nombre de pays, peu de nos voisins algériens, ce qui est une aberration. Eh bien, la moyenne pour ces marchés, qui ne sont pas à Rotterdam, c'est $101. Ça veut dire qu'on paye aux importateurs $10 de plus. Chaque dollar de plus, c'est 800 millions de dirhams pour la caisse de compensation. Ça veut dire que le système d'incitation qu'on a mis, qui est normalement destiné pour de bonnes causes, introduit des perversions dans le système et on est capté, encore une fois, par une minorité. Alors, ne croyez pas que le système de subvention, c'est de la générosité aussi vertueuse qu'on pourrait le penser. Ça veut dire qu'il faut qu'on revisite nos systèmes. Sur la question qui a été posée, il est quand même paradoxal de voir, nous sommes sur des taux d'inflation autour de 1 à 2%. Début le premier trimestre, on est autour de 2,5%. Mais ce sont les produits alimentaires qui augmentent le plus pour un pays producteur. Et moi, je suis d'accord sur le fait que la politique monétaire n'y pourra pas grand-chose. Pourquoi? Parce que nous avons un problème d'organisation des marchés. Et dans les grandes villes de notre région, vous verrez que dans les marchés de gros, il y a 5-10 personnes qui maîtrisent tout le processus. Et ils arrivent à avoir leur tomate à 1 dirham de chez l'agriculteur, ils la vendent à 6 dirhams. 6 fois plus. Le consommateur est pénalisé, la paysannerie est pénalisée, n'arrive pas. Donc nous avons des altérations, et c'est le propre même des systèmes despotiques dont tu parles, Jean-Louis. C'est l'organisation de la chaîne de valeur et de la commercialisation. Donc c'est une forme de... Il n'y a pas d'autre mot, je vais revenir peut-être à des mots anciens qui sont démodés. C'est une forme de capitalisme comprador qui ne permet pas de favoriser la création de valeur, la création de richesse. Donc ça veut dire, pour répondre à ta question, Henri, il faut qu'on ait de la lucidité et qu'on attaque les véritables problèmes. Et à mon avis, le véritable problème, c'est comment initier des politiques sectorielles qui permettent de transformer des systèmes rentiers, fondamentalement dans leur logique, à des systèmes plus ouverts. Encore une fois, ça rejoint quelque part, qu'on le veuille ou non, une question de démocratie économique et d'ouverture et de transparence pour que l'on puisse donner du sens à des politiques structurelles. C'est le cas pour l'agriculture. C'est le cas aussi pour un repositionnement sur les niches de valeurs, parce que nous sommes dans une situation mondiale où il y a une déstructuration des systèmes productifs globaux et il y a de nouvelles répartitions. Un pays comme l'Espagne, moi je pense qu'il n'aura plus de possibilité de spécialisation dans l'automobile. C'est fini, c'est une histoire qui est terminée. Il y a un repositionnement. Donc il y a de nouvelles, c'est pour cela que dans nos visions, il faudrait qu'on revisite nos chaînes de valeur de telle sorte à profiter de ressources génériques qui existent dans la transparence, en réorganisant la chaîne de valeur de telle sorte à ce que les citoyens, les citoyennes puissent être créateurs de valeur sur la base d'un nouveau modèle, de nouvelles spécialisations, mais qu'on leur enlève
les pièges des systèmes rentiers qui peuvent bloquer toutes ces initiatives et bloquer en tout cas la réforme. C'est pour cela que les réformes doivent être pensées, tu l'as dit tout à l'heure, les dessous des cartes. Ce n'est pas uniquement d'avoir un modèle de politique monétaire ou un modèle d'équilibre général dans lequel on va faire des intrants avec des hypothèses exogènes et on le fait tourner et on a notre résultat. Il faut redonner du contenu économique, social, au sens des intérêts des uns et des autres, pour reconstruire un modèle qui tourne le dos aux logiques du passé, sans exclusion, parce que dans un nouveau modèle, tout le monde y gagnerait. Et cela, encore une fois, on ne pourra pas le construire tout seul. C'est ça ce que je suis en train de vous dire aussi. Parce que quand je parle de nouvelle spécialisation, ça veut dire que je n'aimerais pas entendre ici au Maroc un Montebourg me dire « vous faites de la délocalisation » et c'est de l'arnaque aussi. Parce que quand je vois le positionnement de l'aéronautique française, elle accède à un nouveau palier en termes même de spécialisation de recherche parce qu'elle a délocalisé. Donc il y a une complémentarité des chaînes de valeur à laquelle on devrait penser et il faudrait arrimer les réformes structurelles dans cette logique globale de complémentarité pour un nouveau modèle qui soit plus intégrateur pour tout le monde. Et c'est la compétitivité globale de notre région qui est en jeu. Sinon, on restera sur des solutions qui nous maintiennent au bas de l'échelle ou au moment où le monde est en quête de nouveaux progrès et que cela se joue ailleurs, en dehors de notre région. Je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, l'enjeu, c'est de créer une nouvelle chaîne de valeur au niveau régional, c'est évident, d'organiser les complémentarités pour avoir globalement une région plus productive et mieux spécialisée. Cela étant, deux obstacles. D'une part, quand tu fermes des rentes, il faut expliquer aux rentiers pourquoi ils ne vont plus gagner d'argent. Et comme en général, les rentiers sont plus riches que ceux qui ont financé la rente, c'est quand même pas si facile à organiser comme transition. Et deuxièmement, au niveau régional, c'est-à-dire l'ouverture, l'intégration régionale, encore une fois, il y a aussi un problème de phasage, parce que si tu ouvres, tu crées de la pauvreté. Tu enrichis les gens qui sont riches et tu crées de la pauvreté. Jean-Louis, peut-être tu as des réactions à apporter à ça. Moi, je dois dire que j'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est que je suis complètement d'accord avec ton analyse, comme avec celle de Samy. On voit bien qu'on est dans des particularités, des particularismes, avec des nœuds de blocage extrêmement puissants, et à chaque moment, on trouve une contradiction. Moi, je crois qu'on pourra attaquer tous ces problèmes qui sont extrêmement complexes et qui ne se réduisent pas à marché, pas marché, intervention de l'État, pas intervention de l'État. On est sur quelque chose qui demande une finesse de politique et d'analyse qui ne peut aller qu'à travers la participation des citoyens, la décentralisation, une vraie démocratie, etc., une vraie liberté de parole, des débats. Alors quand je suis dans l'avion et que je lis l'Économiste, je me dis, tiens, au Maroc, ils ont quand même cette liberté de débat aujourd'hui, etc. Comment ça rentre dans les décisions, etc. Mais ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est que ces problèmes qui sont très bien identifiés, qu'on connaît bien et qui font partie du bagage technique, à mon avis, aucun de ces problèmes ne pourrait être abordé avec les autres, c'est-à-dire dans une logique stratégique, s'il n'y a pas une vision, un discours politique. Voilà, c'est ça que je vais dire. Si on n'arrive pas, si ces nouveaux pouvoirs n'arrivent pas à donner, je sais pas, le tunnel, je crois qu'on le connaît un peu quand même. Hein. Le tunnel, c'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est les équipes territoriaux, et c'est le panier de base de la ménagère. Si on n'arrive pas à dire... voilà, la lumière c'est là-bas, on mettra le temps qu'il faudra, bon sang, on mettra le temps qu'il faudra, 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Mais c'est s'appuyer sur nos forces vives. Quelles sont nos forces vives? La jeunesse, les compétences, la diaspora, tous les gens qui ont laissé se former dans les doctorats en France, en Angleterre, etc. Ça, c'est nos forces vives, number one. Numéro 2, ces forces vives, on va leur donner les conditions de la créativité et de l'innovation. Autre chose. Quelles sont les conditions de la créativité et de l'innovation
à mettre en place dans ces pays. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des laboratoires de recherche? Est-ce que c'est une communauté méditerranéenne de la science? Est-ce que c'est des facilités de mobilité pour les chercheurs? Est-ce que c'est des bourses postdoctorales? Est-ce que c'est des crédits, des microcrédits pour des start-up de jeunes, etc. Tout ça, je vois dans mon pays, qui n'est pas vraiment pas un exemple, mais on le fait quand même. Hein, au niveau sous-national, il y a quand même la région, mais je sais, moi, mes 8 millions d'euros pour 40 start-up. L'ingénieur qui sort avec ses 4 copains ou qui veut quitter EADS, il rentre là-dedans, il fait sa start-up, il fait un petit dossier très rapide, il a 40 000 euros, il réussit, il les rembourse, il ne réussit pas, la région les a perdus. Vous voyez, ce genre de truc, on va le faire avec... Alors, il y a un autre danger, c'est le multilatéral et le bilatéral. C'est-à-dire, le Maroc aujourd'hui le fait avec le GTZ allemand, sur une centaine d'entreprises. Et puis quand le programme est fini, on aura dit au revoir, on a réussi, on l'a évalué, c'est fini. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça doit pas être un programme européen limité sur 3 ans. Ça doit être un vrai engagement pour des entreprises conjointes, PMI, PME, Maroc, Allemagne, avec visite en Allemagne, etc. Mais on n'en reste pas là. Et ça doit s'intégrer dans cette vision qui est la vision stratégique. On veut aller à la lumière, on veut une société créative, on veut une société innovante. Et bien ça, je ne le trouve pas. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est pas dans les discours. C'est-à-dire, c'est des gens comme nous il faut faire des innovations. Là, je fais un énorme rapport pour l'innovation pour vous, d'ailleurs, pour la BI. Alors, on connaît les règles. Hein. Est-ce qu'on a assez d'équipements TIC? Est-ce qu'on a les bandes larges? Est-ce qu'on a, etc., etc., etc. Il reste qu'on connaît tous à peu près ce que les pôles technologiques, c'est tellement créateur d'emplois. Les pôles technologiques qui ont été faits en Tunisie. Moi, quand je visite un pôle technologique, j'en ai quand même audité quelques-uns, je vois un bureaucrate, une bande de bureaucrates, en général c'est d'anciens étudiants à moi. Alors, des masters de sciences éco, des masters de business, qui apprennent à des entrepreneurs comment on fait de l'innovation. Attendez, je préférerais voir un entrepreneur quand même dans le bureau du pôle technologique et à la direction du pôle technologique plutôt qu'un collègue qui s'est fait désigner comme patron du pôle technologique maire ou je ne sais pas quoi. Voilà, je vais dire, est-ce que c'est évalué? Non, c'est pas évalué. Quand Tunisie a dit on fait 10 pôles technologiques, personne n'a jamais évalué les 10 pôles technologiques, pareil d'ailleurs. En Égypte, en Jordanie un peu plus. Quand même. Et voilà, il y a donc, à mon avis, on a identifié toutes les questions. Ça a été fait ce matin remarquablement. Moi, quand je dis vous avez tout identifié, il faut travailler là-dessus, etc. Mais où est le discours général? Où est le discours simple que va dire le Premier ministre en disant c'est votre déclaration de politique générale, vous avez des élections. En déclaration de politique générale, voilà mes 2 cibles. Et surtout la jeunesse et les femmes, etc. Voilà, moi je dirais que ça, et là, une institution comme la vôtre, Robert, est fondamentale. Fondamentale. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille le faire sectoriellement. Là, je diverge un peu de Mohamed, parce que si vous le faites sectoriellement, vous voyez arriver les départements ministériels qui foncent au Premier ministre pour avoir l'argent qu'on a mis là-dessus. Alors que c'est vraiment pour moi un problème horizontal. C'est un problème de société. Quel positionnement auront ces sociétés arabes vis-à-vis de la créativité et de l'innovation? J'ajouterais qu'il y a évidemment la culture et l'économie de la culture. Je veux dire qu'on ne peut pas séparer la science de la culture. D'ailleurs là, nous, les académiques, on a un gros défaut, c'est qu'on a travaillé dans un modèle qu'on appelle le modèle contingent, entre académiques, reconnaissance interne, prix Nobel, nombre de publications dans les revues à comité de lecture, etc., etc. Et moi, je vous rappelle la phrase d'un prof d'Harvard disant, je trouve, pour l'innovation, et il vaut beaucoup mieux avoir une maîtrise de lettres et de culture que d'avoir une maîtrise de management. Oui, enfin, l'ennui, c'est qu'en ce moment, on recrute des commerciaux et des ingénieurs informaticiens plutôt que des généralistes qui ont une vision. Et puis, je voudrais ajouter aussi le point, c'est qu'il faut que cette vision soit partagée entre le Nord et le Sud. Or, le Nord, actuellement, il tourne plutôt le dos. Quand on écoute nos politiques, ils tournent le dos à la fois à l'échelon européen. Je rappellerai que M. Montebourg a donné dans une interview au Point la semaine dernière, a dit qu'il allait ouvrir les hostilités avec l'Union européenne. C'est quand même pas mal pour un ministre de l'Industrie français. Il faut quand même oser le dire.
et que le printemps arabe, après avoir soulevé des espoirs, soulève dans nos opinions plutôt des inquiétudes qu'autre chose. Donc, tout à fait d'accord, il faut définir une politique, il faut définir une vision, mais il faut aussi l'assumer, c'est-à-dire la vendre à nos propres opinions. Bien évidemment, Mohamed a raison. Je veux dire, c'est la chaîne de valeur qu'il faut réorganiser. Il faut faire des complémentarités. Il faut faire comprendre aux gens que la productivité et la capacité à innover de l'industrie, par exemple aéronautique, en Europe, dépend de la façon dont elle a créé des partenariats avec l'industrie marocaine dans le secteur. Tout comme Renault peut arriver à continuer à créer des voitures en France parce qu'il produit aussi des voitures à Tanger, bien évidemment. Mais ça, il faudrait que quelqu'un nous l'explique et que nos politiques osent nous le dire. Or, en général, ils tiennent exactement le discours inverse. Bon, il y a une petite ouverture avec l'arrivée du concept de colocalisation qui est arrivé sur la scène il y a quelques mois. Mais c'est pas à moi de monopoliser le micro. Hani, est-ce que tu veux réagir un peu à tout ça? Voilà. Donc, maintenant, comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut établir la confiance entre le peuple et le régime. Maintenant, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas une opposition forte pour dire... Bon, peut-être vous lisez ici, à gauche, à droite, qu'il faut changer, Je ne crois pas qu'il faut changer. On a quand même gagné des pas, il faut le consolider. La consolidation de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est d'établir la confiance. Comment établir la confiance? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, moi j'étais une fois à Bruxelles et discuté avec mon ambassadeur européen. Donc il m'a dit, Hani, c'est magnifique la démocratie, c'est bien, vous allez voir dans 10 ans ou 20 ans, vous allez voir votre pays. J'ai dit oui, mais il faut passer dans 10 ou 20 ans. Et vous êtes content parce que vous avez déjà passé ça. Mais nous, on est là, on est vraiment dans une situation difficile. Donc, comment faire? Comment vous, Européens, Américains, étrangers, aider un pays comme le nôtre et les autres aussi? Bon, on n'en parlera pas de la Syrie aux autres, mais pour le moment, je parlerai de l'Égypte. Donc, il faut la confiance, il faut établir la confiance entre le peuple et le gouvernement. Vous pouvez jouer, vous pouvez. Ce qui manque actuellement, c'est quoi? C'est la vision. Personne, aujourd'hui, a la vision pour s'en sortir. Comment s'en sortir de cette impasse? C'est quoi? Le mot magique pour moi, c'est la conciliation nationale. Il faut prendre le courage, l'initiative de dire nous allons faire la conciliation nationale. Il faut oublier le passé, il faut voir l'avenir, il faut construire ce bon. Mais on ne peut pas vivre dans la revanche. On ne peut pas vivre après une révolution comme le nôtre. On ne peut pas vivre dans le passé. Ça y est, c'est fait. On a pris les leçons, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut la vision. Et la vision, pour moi, quand même 5 ans de politique entre politiciens. Moi, j'étais technocrate, mais entre politiciens, le danger qu'on a actuellement, c'est quoi? Bon, on va voir bientôt des élections législatives. Et les politiciens, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, la chaîne de valeur ajoutée, il faut travailler sur ça. Non, il faut travailler sur des actions qui vont amener les votes. C'était le cas en 2005, c'était le cas en 2010. Quand on est allé montrer nos plans, nous avons un plan en Égypte pour la réforme de l'éducation et l'enseignement supérieur qui a commencé en 2002 jusqu'à 2022. Bon, on avait la vision de le faire. C'est le développement des ressources humaines, c'est la recherche, c'est la technologie, l'innovation, la créativité, etc. Mais quand on est allé voir le Premier ministre, le parti, le président, mais non, on a des élections demain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est à long terme. Mais malheureusement,
c'est parce que c'est à long terme, parce que c'est la crise actuellement. C'est la crise, c'est là qu'il faut investir. C'est là actuellement qu'il faut investir. Il faut investir pour développer les ressources humaines. Il faut mieux éduquer les gens. Il faut soutenir la recherche, le développement technologique, l'innovation, etc. Parce que c'est un pays pauvre, ou bien un développement, il faut le faire. Ce n'est pas l'inverse. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut faire la pression sur le gouvernement, sur le régime. Quand vous donnez d'aide, il faut dire, il faut investir là. Bon, bien sûr, je sais, moi je ne parle pas économique, je ne peux pas parler, j'évite de parler d'ailleurs, mais il ne faut pas nous donner l'argent pour acheter des blés. Et alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? Non, donc, c'est là, c'est votre rôle. C'est votre rôle pour le moment. On a l'éducation, il faut... on a, par exemple, là, l'Égypte, il a... Bon, peut-être on a un inconvénient et l'avantage. C'est la population. On a à peu près 50% de la population, c'est la jeunesse. Si on peut bien informer, et surtout dans les domaines où l'Europe, il en a besoin. Bon, vous connaissez le fameux rapport européen pour le 2020 ou 2022, que l'Europe, il aura besoin de 20 travailleurs qualifiés pour l'Europe. Donc il y aura un manque considérable pour l'Europe et pour les main-d'œuvre qualifiée. On en a, les main-d'œuvre. On peut les qualifier. Et c'est là qui va amener les pays plus loin. Bon, bien sûr, il y a les réformes économiques, etc. Mais c'est la longue haleine, c'est les ressources humaines, la science et technologie. On a les plans, on a les ressources de le faire, on a la vision. Mais il faut faire de la pression sur le gouvernement actuel pour le faire. Je pense que je m'arrête à ça. Non, je veux juste réagir pour la partie vision, parce que quand même c'est important. Il me semble que aussi dans les périodes de transition, le plus grand danger qui ne permet pas l'émergence d'une vision, c'est le développement d'une sorte de pensée unique, par la force des choses simplistes, donc réductrices, et qui ne permet pas, bien évidemment, donc qu'il y ait un débat d'idées. C'est pour cela que je reviens à cet aspect-là. C'est bien d'avoir une vision partagée, mais qu'elle parte du débat et de la diversité. Et puis qu'elle aborde aussi, c'est le rôle aussi, je voudrais insister là-dessus, des élites de manière générale, c'est un mot, des intellectuels. Parce que ce que je vois dans la région, c'est aussi une forme de simplification de la pensée. Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis quand il dit qu'il préfère quelqu'un qui a eu accès à la pensée par la littérature, au lieu peut-être du management, même si le management est important. Mais il faut qu'on rétablisse, je veux dire par là que la construction de la vision est un combat de culture, est un combat politique, et cela aussi est une question qui nous interpelle dans la région, mais qui interpelle nos partenaires. Parce que j'ai vu trop d'accommodements sur la simplification des choses. Est-ce que vous pensez qu'une région pourrait avancer si elle passe son temps à discuter, est-ce que les ablutions qu'on fait avant la prière, avec de l'eau, si ça dépasse le coude, c'est valable ou pas valable? C'est pas ça le problème principal de notre région. Ça veut dire que nous avons besoin également de construire une vision basée sur la modernité qui est ouverte à la diversité. Et pour ne pas être non plus naïf, nous sommes sur un sujet de science, d'innovation, arrêtant aussi de cultiver. Moi, quand je vois par exemple les classements dans la région sur la recherche-développement, j'ai un rapport. On est en train on va organiser une grande rencontre sur la région de MENA, sur la question de l'innovation et de la recherche-développement, le 10 juin, où il y aura tout ce qui compte dans la région. On a un rapport.
Mais quand je vois des classifications qui, à coup de pétrodollars, mettent un certain nombre de pays au premier plan, moi je me pose la question, comment est-ce qu'on peut mettre des pays où il y a des innovations soi-disant, et la première des innovations, la plus élémentaire, c'est celle de conduire une voiture. Et la moitié de la société n'a pas le droit de conduire une voiture. Ça veut dire que nous devons réajuster notre façon de voir l'insertion de la science, l'insertion de la modernité dans les comportements sociaux. Je rappellerai encore une fois pour l'histoire que la machine à vapeur a été créée en France par Denise Papin. Elle n'a pas donné la Révolution française, elle n'a pas donné la Révolution industrielle en France. Elle a donné ailleurs où il y a eu des changements d'attitude vis-à-vis de la science, de la technologie et de la modernité. Donc les deux vont ensemble. Et c'est pour cela que je dis que pour la vision, la plus grave ou le plus grand piège qu'on puisse avoir, c'est de construire, moi je suis d'accord pour le consensus, parce que c'est un point de départ, mais pas un consensus molle, pas un consensus simplificateur. Et si vous revenez à la pensée unique, dans la période du fascisme, c'est le moment où on réduit toute la pensée à des choses simples, alors que la réalité est complexe, que nous devons déborder d'imagination pour construire des visions riches, ouvertes sur le progrès et sur la modernité, et sans concession sur les approches mythologiques, celles du passé le plus noir, parce qu'il faut qu'on tire les enseignements aussi. Donc la région a besoin, au-delà des dollars ou des pétrodollars, de visions mieux construites qui restituent les enjeux réels, la complexité du réel, et qui fait confiance à l'inventivité des femmes, des hommes et des jeunes dans cette région qui ne sont pas bêtes aussi. Donc c'est très important pour moi sur la construction de la vision. Merci. Tu as tout à fait raison, mais l'ennui, c'est que pour prendre en compte et analyser des réalités complexes, il faut d'abord avoir confiance en soi. Or, au nord de la Méditerranée, je ne suis pas absolument sûr que ce soit la qualité qui domine. Samy, tu veux encore rajouter un propos, ou est-ce qu'on passe aux questions? On a peut-être encore un petit quart d'heure pour des questions de la salle avant qu'on passe déjeuner. Samy. Je voudrais simplement rebondir sur les propos de mon collègue Mohamed Chafiri, sur la vision d'avenir, sur les voies de sortie. C'est pour donner un discours plus optimiste. Bien qu'en Tunisie, moi personnellement je suis persuadé que la période de transition démocratique en Tunisie en particulier n'est pas incompatible avec la mise en œuvre de réformes économiques, mais ça a été difficile de mettre en œuvre ou de proposer des réformes économiques. Henri disait tout à l'heure que 65% des projets qui sont soumis actuellement à la constitution tunisienne n'ont pas abouti parce que les politiques tunisiens, les élus tunisiens sont beaucoup plus préoccupés par les élections, par la préparation de la constitution, etc. Mais indépendamment de ça, tout le monde est d'accord au niveau de la classe politique, de la société civile, des hommes d'affaires, qu'il faudrait mettre en place une vraie vision économique pour balayer un peu donc les erreurs du passé. Je voudrais simplement, Henri, si vous permettez, donner quelques petits résultats concrets, terre à terre, sur un survey, une enquête qu'on a menée en Tunisie sur un échantillon représentatif de différentes participants à la classe politique émergente, aux hommes d'affaires, à la société civile, etc. Ça fait partie d'un projet donc, qui va sortir très prochainement dans le FIMIS. Et ces gens-là ont proposé, parmi les priorités du moment, comme capacité de sortie, que j'appelle capacité de résilience pour la post-transition, les facteurs suivants. Alors, en priorité, d'abord, il faudrait donc rétablir la sécurité et rétablir la conciliation nationale. Ça a été dit pour le cas de l'Égypte par M. Hellel, c'est un aspect prioritaire. Deuxième élément, dynamiser l'investissement interne. L'investissement interne, c'est-à-dire réfléchir sur un code d'investissement qui ne favorise pas toujours, encore une fois, uniquement l'investissement externe. Mettre à niveau l'investissement interne, les conditions de l'investissement interne par rapport à l'investissement extérieur. Troisième niveau de réforme, terre à terre aussi, très concrètement, améliorer la qualité de l'environnement de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du climat des affaires, au niveau du climat réglementaire, au niveau de la baisse de la corruption, etc., c'est un aspect extrêmement important. Cinquième niveau, réviser la fiscalité de l'entreprise tunisienne. Je voulais vous donner
si j'ai encore le temps, quelques petits chiffres. La fiscalité tunisienne est la fiscalité la plus lourde de tous les pays émergents et de tous les pays comparateurs riverains de la Méditerranée. Pour le secteur onshore, la fiscalité tunisienne. Donc réviser la fiscalité. Réviser la politique de crédit et notamment ne pas toujours se baser sur les banques et se tourner un peu vers le marché financier. On en a parlé depuis longtemps, mais le marché financier tunisien est resté embryonnaire. Il ne participe qu'à hauteur de 5% du PIB, depuis longtemps, depuis toujours. Septième niveau, libéraliser le marché de travail. L'autre niveau, très bien, maîtriser les prix, mais garder en parallèle le système de subvention, à défaut, doubler le SMIC. Pourquoi ? Il s'est avéré que les charges qui sont à la charge de l'État du système de compensation équivaut à peu près à 2 salaires minimums par foyer. Donc l'idée est la suivante, soit on garde le même système, soit on recible les bénéficiaires de ce système pour plus d'équité sociale. Et si vraiment à terme, pas à court terme, à terme on veut enlever ce système, il faut réviser la politique salariale. Rationaliser l'endettement extérieur. Ça a posé beaucoup de questions, l'endettement extérieur, sur la question de la dette odieuse, etc. C'est vrai, c'est un thème d'actualité. Rationaliser l'endettement extérieur vers des projets plus productifs. D'ailleurs, Henri, vous m'avez posé une question au départ. Que peut-on faire sans l'aide extérieure? Que peut-on faire sans l'endettement extérieur? Il y a d'autres solutions. On pourrait négocier avec nos partenaires, avec lesquels on a des crédits extérieurs, d'endettement extérieur, d'essayer, comme la France actuellement, c'est en cours, d'essayer de reconvertir cette dette extérieure en projet d'investissement, en projet de développement. C'est ce qu'on appelle la reconversion de dette en fonds propres. Enfin, revoir un peu les questions qui sont d'actualité au niveau de la classe politique, d'économie solidaire et sociale, d'économie verte, les questions de commerce, d'investissement équitable, revoir les questions d'innovation et surtout de spécialisation sectorielle. Et c'est là la clé du problème, si vous permettez. Il y a des secteurs, on s'est spécialisé dans des secteurs qui sont créateurs d'emplois, mais des secteurs qui sont destructeurs de valeur ajoutée. C'est la clé de voûte à très très court terme. Des secteurs créateurs d'emplois, c'est vrai, bénéficiaires de tous les types d'avantages fiscaux, financiers et autres, mais des secteurs qui sont destructeurs de valeur ajoutée. Je vous donne un exemple très simple et je finis par ça. Par exemple, sur le secteur de l'industrie manufacturière, qui a bénéficié de tous les avantages fiscaux pour les investissements directs étrangers, etc., c'est le seul pourvoyeur d'emplois. Ça représente 89% de création d'emplois par rapport aux autres secteurs dans l'industrie tunisienne. Mais ce secteur-là, l'industrie manufacturière, a perdu en termes de contribution à la valeur ajoutée, rien qu'entre 2002 et 2010. A perdu, il passait de 39% presque à 25% de contribution à la valeur ajoutée. C'est des créateurs c'est des secteurs qui sont destructeurs de valeur ajoutée. Donc le choix des spécialisations sectorielles me semble important. Merci. Merci à vous, Samy. Merci à tous les orateurs. Est-ce que la salle n'a pas encore assez faim pour poser 2 ou 3 questions, ou est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres urgences? Pascal. Je ne sais pas si c'est une question, un commentaire ou une interrogation. En fait, je comparais pendant les chiffres là, de croissance des produits intérieurs bruts en Égypte et en Indonésie, dans les 4 dernières années. Et je me demandais, en Indonésie, ils sont à 7%, 6-7%, de façon tout à fait régulière. En Égypte, on a eu des variations visiblement extrêmement importantes, y compris en particulier sur la dernière année. Et si vous voulez, donc je me demande qu'est-ce qui manque finalement pour que on ait une croissance, une stabilité comparable à ce qu'on voit en Indonésie, où aujourd'hui les industriels se battent pour investir. Aujourd'hui, alors évidemment, vous allez me dire, il y a les investissements japonais, etc. Mais quand même, aujourd'hui, et là je parle en tant qu'industriel, nous considérons l'Asie du Sud-Est comme un marché gigantesque qui va croître et ils vont acheter des voitures, ils vont acheter des télévisions, ils vont acheter toutes sortes de choses. Et je ne vois pas la même démarche intellectuelle vis-à-vis des pays d'Afrique du Nord.
Voilà. Et donc, je me demande pourquoi. Si vous voulez. Et là, il y a quelque chose qui... On l'a beaucoup dit, il manque la confiance, il manque la vision. Mais enfin, je pense pas qu'il manque la vision. Je pense pas que, d'après ce qu'on vient d'entendre, il manque pas la vision. Il manque peut-être un certain niveau de confiance, ça c'est possible, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, il manque. Pourquoi aujourd'hui reconsidère-t-on un investissement, construire une usine au Vietnam ou en Indonésie? C'est quelque chose qu'on peut présenter à ce conseil d'administration. Le construire quelque chose en... je parle même pas de l'Algérie, hein, mais construire, si vous voulez, on se dit, mais où est le marché? Et pourtant, il est là, les gens sont là, hein, le public... Bon, donc. Bon, le marché est là, mais la stabilité n'est pas là. Bon, avant la Révolution, il y avait une croissance et l'investissement étranger qui était énorme et qui marchait très bien. Mais comme je disais, c'est d'abord la confiance. Maintenant, c'est la confiance investissement étranger vis-à-vis de la stabilité globale des pays, économique, sécurité, etc., dérégulation, etc., et en même temps, stabilité politique. Ça, vous n'allez pas prendre du risque de venir et demain, vous trouvez les ouvriers encirculer l'usine et dans votre étude de visibilité, donc vous payez tant, donc vous êtes obligé de payer trois fois plus. Donc, et la difficulté, ce n'est pas là. Moi, je fais un commentaire à la vôtre. L'investissement égyptien actuellement se retire de l'Égypte. C'est le danger. Non. Bon, actuellement, ce qu'on essaye de le faire, moi j'ai des bonnes relations avec beaucoup de hommes d'affaires, etc. Les premières, si vous me demandez les premiers efforts à faire, ce n'est pas d'aller chercher les investissements étrangers. C'est d'abord essayer de garder les investissements égyptiens internes. L'épargne égyptienne dans l'investissement local. Oui. Mais moi j'en parle d'autant plus que nous, on a un centre de recherche, de développement de software au Caire. Hein, donc j'en parle de toute liberté, je veux dire, on n'a pas, mais si vous voulez, l'instabilité politique, j'y crois pas trop, parce que aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Birmanie. Là, Dieu sait ce qui va arriver en Birmanie, personne ne le sait. Et pourtant, tout le monde se précipite là pour investir. Donc si vous voulez, je ne pense pas. C'est peut-être effectivement une question d'investissement, de volonté d'investissement local. Le local, et c'est la confiance en fait. La confiance et moi je pense que c'est le deux mots clés, c'est la confiance et la vision. Je suis tout à fait d'accord avec Mohamed. C'est pas la vision d'une partie ou bien d'un groupe ou bien non, c'est la vision partagée, c'est la vision que vous-même le monde entier participe parce que on n'est pas, c'est l'ouverture en fait. Jean-Louis. Oui, moi je crois qu'il y a évidemment cette cause-là, mais le point important c'est que ça peut aller très très vite. Ce qui se passe depuis les années 80, c'est que les pays qui ont joué le jeu de l'ouverture, de l'investissement étranger, de l'attractivité, le concours de beauté, il faut bien reconnaître qu'on est dans un concours de beauté vis-à-vis des investisseurs et d'une finance mondiale alimentée par le vieillissement de la population. Voilà. C'est ça le jeu aujourd'hui. Si vous voulez développer un pays, et on a le problème dans notre pays, il faut que vous ayez des investisseurs et que vous ayez accès à cette masse gigantesque d'épargne, des fonds de retraite. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène global qui rend difficile de dire aux fonds de retraite et à cette masse financière, je vous dis zut pour faire ce que je veux, quoi, pour faire court. Hein. Personne ne peut faire ça. Ni vis-à-vis des choix des grandes firmes. Je me souviens, j'ai fait le bouquin de l'UNESCO sur le développement endogène dans les années 80, en disant attention multinationale, deux ans après, tous les pouvoirs
était derrière l'accès, l'attractivité, comment en avoir le plus possible, comment défiscaliser, faire des zones offshore, etc., pour avoir un maximum d'investissement. Bon, donc ça, c'est une réalité. La question qu'on a, c'est que ça a donné exactement le même résultat dans les pays méditerranéens en Égypte et en Tunisie autour de 2006-2007. Hein, l'Égypte était allée à fond là-dedans. Tout ce qu'il fallait sur le plan fiscal, convertibilité du compte de capital, vous pouviez investir, ramener les revenus où vous vouliez, etc. Le problème, c'est qu'il fallait Moubarak au pouvoir pour tenir ça. Et ça n'a jamais gêné les investisseurs. Donc, si vous voulez, sur le plan philosophique, il y a une vraie question sur laquelle la Méditerranée aujourd'hui, on est confronté en Méditerranée, c'est quel équilibre trouver entre ce mode de constitution de l'économie mondiale autour de l'accumulation d'épargne et de la croissance des grandes entreprises qui ont besoin d'un grand marché pour faire des économies d'échelle. Bon, on a très bien expliqué ça partout. Alors, l'équilibre entre ça, et puis sans jouer à Monaco, à Singapour, à tout ce que vous voudrez, c'est ça le sujet. Et ce que manifeste la réaction méditerranéenne, c'est qu'en tout cas, le deal qu'on leur avait vendu après les années 80, qui est, vous acceptez l'autoritarian bargain model, c'est-à-dire nous, vous occupez pas de politique, vous enrichissez, et nous, on se débrouille avec les offreurs de téléphonie mobile et compagnie, et on prend des bakchiches au passage, mais il n'a pas pu continuer en Méditerranée. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils étaient maladroits au pouvoir, etc. Probablement, ils auraient été plus adroits au pouvoir, ça aurait pu continuer. En tout cas, au Maroc, ils ont été plus adroits. Hein. Mais il est tout et puis il y a les aléatoires de ces bifurcations-là. Un Tunisien qui se suicide, comme vous disiez, des jeunes qui font du tout. Je voulais dire qu'y compris l'Indonésie, elle n'est pas à l'abri de ce genre de réaction-là. La Thaïlande non plus. Le problème, c'est que le rôle de l'entrepreneur, c'est pas ça. Le rôle de l'entrepreneur, c'est essayer d'investir, d'avoir un grand marché, de couvrir ses risques. Et vous avez ça, y compris dans tous les environnements. La question qu'on se pose ici, c'est comment on va arriver à concilier les deux impératifs. Rester ouvert, rester attractif. Et c'est la discussion qu'on a eue ce matin. D'abord, il faut un grand marché, il faut s'intégrer. Voilà, moi je prétends que s'il ne s'intègre pas, vous ne trouverez jamais d'intérêt à aller en Égypte. Voilà, quand on regarde les PIB, s'il y avait les 10 pays qui faisaient une communauté marchande, comme on a fait l'ASEAN, etc., ce serait déjà très, très, très différent. Deuxièmement, on investit au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accord de libre-échange avec les États-Unis et avec l'Union européenne, partenariat avancé. Donc il y a des recettes assez simples qui, pour beaucoup, tiennent au fonctionnement des pays méditerranéens, qui ne tiennent pas aux entreprises. Les entrepreneurs, très logiquement, ils comparent sa rentabilité et son risque. Et puis il fait comme tout investisseur. Et là, la Méditerranée a des retards. Il y a la sécurité, il y a la vision, mais il y a évidemment l'intégration du marché. Et tant qu'il n'y aura pas d'intégration du marché, il n'y aura pas véritable développement. Bien. Madame. Merci. C'est une question assez ouverte, en fait, pour vous tous. Je vous remercie pour vos présentations. Vous êtes tous des optimistes et c'est fantastique. Mais quand on regarde la population du monde, qui a grandi de 2 milliards vers les années 1930 et qui est maintenant au-delà des 7 milliards, et quand on pense à toutes ces politiques économiques qu'on poursuit, qui sont assez traditionnelles, qui ont commencé depuis peut-être 150 ans, 200 ans, ces systèmes d'éducation qu'on a encore, qui sont assez obsolètes, quelles sont vos réflexions pour moderniser tout cela? Et finalement, pour la question de l'investissement, quand on regarde un pays comme, disons, le Rwanda, qui est classifié numéro 5 comme un des meilleurs pays pour investir, c'est un pays qui sort d'un énorme conflit, d'un génocide. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cela? Merci. Pour le Rwanda, j'ai une réponse simple. Quand vous n'avez rien, les taux de croissance sont très rapides. C'est pareil d'ailleurs en Asie. Dans un pays comme la Birmanie, qui a passé des années à traîner dans un régime centralisé, vous mettez 1 euro dessus, vous avez 20 euros. Hein, ça, c'est le Rwanda.
Je rajouterai quand même que c'est le pays qui est allé très loin dans la représentation des femmes. Ah, c'est vrai, vous me direz, c'est après un génocide pratiquement. Eh bien, c'est le Parlement où il y a le plus de représentation des femmes. Ça n'est pas inintéressant dans l'approche concernant le Rwanda, et c'est peut-être un élément de rattrapage. C'est fondamental. Je le dis d'autant plus que je crois très profondément que pour les problèmes que nous posons dans notre région, parce que l'enjeu c'est celui-là, je voudrais réinsister. Si on ne met pas au cœur de la vision des systèmes d'éducation, de recherche, la question du genre pour notre région, parce que c'est là où ça va jouer. Ça devient le critère de vérité, c'est peut-être réducteur, mais c'est vrai que les grands enjeux dépendront de notre position vis-à-vis d'une question fondamentale comme celle-là. Maintenant, c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de dire, et moi je suis très heureux de voir la suite de la programmation de cette conférence. Ça veut dire que les problèmes auxquels on est confronté, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne pourra pas les aborder avec des politiques économiques et un référentiel normatif qui date de 200 ans, comme on vous avait dit. Il y a des solutions novatrices sur toutes les grandes questions. Et nous avons une chance, c'est que nous devons apporter des réponses à des questions complexes de manière urgente, mais à travers de nouvelles approches, celles que nous offrent les progrès réalisés par l'humanité en dehors même de chez nous. Donc il nous faut de nouveaux angles d'attaque, de l'éducation, de l'énergie, comme on l'a dit, de l'industrialisation, des systèmes de couverture sociale, des solutions nouvelles. On ne pourra plus prendre les recettes qui sont complètement dépassées. Et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une sorte d'hygiène intellectuelle pour avoir un nouveau kit pédagogique, scientifique, pour aborder nos questions de manière nouvelle. C'est un élément fondamental. Sur la partie, ce qui a été dit tout à l'heure, moi je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on néglige. C'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai dit, la réponse à nos questions, ça n'est pas uniquement des réponses en interne, mais sur la région, de manière globale. Nous sommes dans la région qui est complètement dépassée aujourd'hui et qui n'a pas trouvé de voie de sortie. Si vous parlez d'Indonésie, mettez le Maroc dans l'environnement régional là-bas, je suis convaincu que les dynamiques régionales, parce que c'est des dynamiques d'intégration. Ici, nous avons encore un modèle qui est un modèle d'exclusion de manière globale et en tout cas d'ignorance. C'est très important. Donc c'est pour cela que je dis, on fait l'effort au niveau individuel, au niveau des pays, mais s'il n'y a pas de nouvelles dynamiques de convergence, nous avons des accords de libre-échange, c'est vrai, Jean-Louis l'a rappelé. Mais moi, je fais la comparaison sur les 10 dernières années. Des pays qui n'ont pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne ont amélioré leur part dans le marché européen. Je pense au Brésil, je pense au Mexique. Plus la croissance de leur part de marché est plus importante que ceux de la région qui ont des accords d'association, avec des levées d'entraves relatives pour l'accès au marché européen. Ça veut dire que ça joue autrement. Parce que derrière, je ne peux pas ne pas penser que le Brésil, un grand pays, qui a un grand marché intérieur, mais il a le Mercosur, qui lui permet de tempérer les chocs à l'extérieur. Et il y a des dynamiques de convergence et d'intégration dont tout le monde profite. La Chine, le Japon, l'Indonésie, la Corée du Sud, c'est aussi des logiques. Regardons un peu ce qui se passe. Et ça joue très souvent moyennant des transferts de technologie. Si nous n'avons pas cette vision, on a beau nous débattre, on aura les mêmes questions, on n'aura pas les bonnes solutions. Bien, maintenant je crois qu'il faut vraiment qu'on ferme parce que sinon je vais me fâcher avec Sandra, ce que j'ai aucune envie de faire. Et je vous remercie de votre intérêt et je remercie surtout les 4 intervenants sur cette table ronde.